Florian Le Goff, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir dans vos locaux lyonnais. Non, merci à toi de venir. Avec plaisir. Tu as 32 ans, Florian. Ouais. Tu es le CEO de Synapse et Anima. Tu vas nous en parler un peu plus tard au cours de cette interview. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et revenir sur ton parcours à la fois académique et professionnel? Ouais, bah moi, au lycée, j'ai commencé assez tôt, où j'ai créé une association à l'époque, où donc mes parents avaient dû m'émanciper, il me semble, où on organisait des soirées, on avait créé une marque de t-shirts, donc tu vois, il y avait un peu la fibre entrepreneuriale assez tôt. Dès le début, ouais. Ouais, donc derrière, assez logiquement, école de commerce après le lycée, où là, j'ai un peu mis tout ça de côté parce que beaucoup de fêtes, beaucoup de trucs comme ça. Et ouais, la vraie vie étudiante. Et à la fin de l'école de commerce, la volonté, tu vois, de revenir un peu à ce qui moi me faisait vibrer, à pourquoi j'avais fait une école de commerce. Donc j'ai directement créé une boîte en faisant à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire. Donc je sais pas. J'étais allé à un startup week-end et il y avait un mec que je connaissais d'avant, que j'avais revu là-bas, et j'étais mais toi aussi tu veux créer une boîte, bah viens on le fait ensemble, tu vois. Genre le genre de truc qu'il vaut mieux pas faire, parce que la probabilité que ça matche est assez faible. Bon bref, pas mal d'erreurs sur cette première boîte, ensuite une deuxième boîte, où là j'ai fait moins d'erreurs, et j'ai eu un alternant derrière qui m'a présenté le Bitcoin, etc. Je sais pas si j'anticipe déjà sur tes questions d'après. Complètement, mais tu peux y aller. Donc effectivement, c'était ma deuxième question, mais c'est vrai que ça fait bien le pont. Donc c'est grâce à cet alternant que tu en viens finalement à t'intéresser à l'univers crypto blockchain, c'est ça? Ouais, il me parle de Bitcoin en 2016 et je regarde, je lis le white paper. J'avoue que sur le coup, j'ai pas forcément bien compris. Donc pour moi, il y avait un peu ce côté de laisse-moi tranquille avec ton Ponzi. et surtout le lendemain, je pense que Bitcoin avait dû perdre 8%, tu vois, en 24 heures. Et là, je lui dis bah tu vois, j'avais raison, c'est vraiment un Ponzi ton truc. Et puis après, il est revenu en me parlant d'Ethereum, début 2017, et là j'ai lu le white paper. Et pour moi, ça avait plus de sens, il y avait plus ce côté, tu vois, où au-dessus d'Ethereum, il va y avoir plein de projets qui vont pouvoir exister, naître, et qu'il y en a bien dans le tas qui va prendre de la valeur, et parce qu'il y aura de la valeur qui va être créée par-dessus, Ethereum prendra de la valeur. Donc d'un point de vue, tu vois, entrepreneur, etc., ça avait plus de sens. Et puis tu rentres comme ça, moi j'ai mis un peu d'argent pour voir. Et après tu fais le rabbit hole et puis forcément après je suis revenu sur Bitcoin et maintenant je dis pas du tout que Bitcoin est un Ponzi, je comprends l'intérêt, etc. Mais c'est vrai que mes premiers pas étaient un peu comme ça, un peu voilà, c'était rentrer par Ethereum plus que par Bitcoin. D'accord, ce qui est plutôt ce qui est pas commun. Généralement, il y en a beaucoup qui commencent justement avec Bitcoin et à force de creuser vont vers Ether. Toi, tu as un peu fait le chemin inverse, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a vraiment un chemin. Ouais, clairement. Après, je pense que d'un point de vue entrepreneurial, il y a peut-être plus de choses aujourd'hui encore à faire sur Ethereum que sur Bitcoin, même si on voit que c'est en train de changer un peu récemment. Ouais. Alors aujourd'hui, Florian, tu es à la tête d'une des plus grosses startups du Web3 en France. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur la genèse de Synapse et quel est finalement votre cœur de métier? Ouais, nous en fait, en rentrant par Ethereum, après on a commencé à investir dans pas mal de projets type ICO. Et donc là, on avait des KYC à faire à chaque fois. Et à l'époque, tu avais des 0x, des Kyber, des Request Network qui avaient peut-être 30-50 000 personnes à vérifier en 2-3 jours. Et en fait, ils n'y arrivaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'une heure avant l'ICO, tu n'étais pas encore whitelisté, donc tu ne savais pas si tu allais pouvoir investir, etc. Donc là, on s'est dit qu'il y avait quand même un gros problème de KYC et que finalement, le seul moment où tu devrais faire ton KYC dans la crypto, c'est le moment où tu passes des fiat à la crypto. Là, tu fais un virement bancaire, là, on va vérifier que tu es legit dans le monde traditionnel. Mais finalement, tu devrais pouvoir réutiliser ton KYC, ton identité, partout dans l'écosystème crypto. Super. Alors justement, je vais profiter peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un KYC et finalement, par corollaire,
peut-être développer un petit peu le concept de d'ID, de l'identité décentralisée? Ouais, bah alors le KYC pour Know Your Customer, c'est une obligation qu'ont des plateformes régulées, donc des banques par exemple. Quand tu vas avoir ta banque pour ouvrir un compte, elle a l'obligation de vérifier qui tu es, et ça a pour but de lutter contre le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Donc il y a des listes AML, donc anti-money laundering qui existent. Et donc ces listes, bah voilà, c'est des noms de personnes avec qui les banques n'ont pas le droit de travailler, d'ouvrir des comptes, etc. Et en fait, toute cette problématique-là, elle a été exportée au monde de la crypto. Et donc la plupart des boîtes qui veulent être régulées aujourd'hui en crypto, donc tous les exchanges centralisés typiquement, ont besoin de vérifier l'identité des utilisateurs. Et donc ça, c'est la partie KYC où on doit vérifier l'identité. Donc pour faire ça, on va vérifier un passeport, une carte d'identité, s'assurer que le document a l'air d'être authentique, et après vérifier sur le nom de la personne, est-ce que cette personne est blacklistée ou non, pour faire simple. Et l'identité décentralisée, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui, tu vas sur Facebook, tu vas sur Google, tu crées un compte et tu vas te créer ton profil, et finalement tu vas leur donner toute ta data. Parce que tu ne possèdes pas ton compte Facebook. Facebook t'autorise à accéder à ton compte qui est chez eux. Et avec l'identité décentralisée, l'idée c'est de dire que l'utilisateur peut posséder pleinement son identité. Personne n'y a accès à part lui. Et il va pouvoir décider à qui il décide de partager soit une bribe d'information, soit une information plus complète. Donc une bribe d'information, typiquement, ça peut être même pas ton âge, mais le fait que tu as plus de 18 ans. D'accord. Par exemple, tu m'as décrit au début en disant que j'avais 32 ans. Il y a des sites où ils n'ont pas forcément besoin de savoir que j'ai 32 ans, ils ont juste besoin de savoir que j'ai plus de 18 ans. Par exemple, tu pourrais me décrire comme étant français, mais tu pourrais aussi me décrire comme étant non américain ou non nord-coréen. T'as pas forcément besoin de savoir qui je suis, voilà. Et donc ça, avec l'identité décentralisée, l'idée c'est de pouvoir partager ce type d'informations sans révéler tout le reste, en permettant à l'utilisateur d'être complètement avoir le pouvoir sur sa data. Et donc il y a le concept d'avoir un utilisateur qui est sovereign, et donc il y a la pleine possession de son identité. D'accord, franchement c'est assez fascinant. Et alors, selon toi, quels sont les enjeux vraiment majeurs actuellement, présents et futurs, justement, de l'identité décentralisée? C'est arrivé à trouver un market fit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de développer des réseaux. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard sur ce sujet. Il y a eu des ICO qui ont été faites en 2017 sur ce sujet-là. Et c'est vrai que quand on voit par exemple comment la DeFi a pu évoluer rapidement depuis, je pense que le sujet de l'identité par rapport à la blockchain est très en retard. Mais que du coup ça passe par une absence en fait un peu de market fit. Et ce market fit, pour moi, doit passer par en fait une expérience utilisateur qui facilite tout ça, quoi. Et aujourd'hui, user-friendly. Ouais. Et en fait, quand tu y penses aujourd'hui, la crypto, globalement, tu y vas parce que tu as des convictions personnelles et que ça fit plus avec tes convictions. On présente le Web3 comme étant le futur du Web2. Et donc du coup, c'est un très bon terme marketing, ça a été très intelligent de l'avoir promu comme ça. Mais du coup, il y a un peu cette idée comme c'est le Web3 et pas le Web2, c'est censé être mieux. Et donc quand tu parles avec un ministre ou des choses comme ça, lui il s'attend à ce que tu lui dises pourquoi c'est plus rapide, pourquoi c'est mieux en fait. Et c'est assez difficile de lui faire comprendre que en fait c'est pas mieux dans le sens où c'est plus rapide, plus user-friendly, etc. C'est juste plus aligné avec tes valeurs. Tout le reste pour le moment est moins bien. En termes d'expérience utilisateur, ça reste plus facile d'enlever de l'argent dans le monde traditionnel, dans beaucoup de cas. Alors que l'identité dans la blockchain, par l'identité décentralisée, pour moi c'est un des rares use cases où en fait tu améliores l'expérience utilisateur du monde traditionnel. Par exemple, aujourd'hui je vais dans une banque, je veux ouvrir mon compte,
je vais devoir encore une fois montrer mon passeport, attendre 2-3 jours que fasse la vérification, etc. Alors finalement, avec l'identité décentralisée, je pourrais simplement la partager en instantané et être accepté automatiquement. Pour toi, l'identité décentralisée peut être vue ou considérée comme un des piliers du Web3? Je pense que ça va être un des gros enjeux, ouais, avec d'autres, effectivement, enfin la DeFi et d'autres, mais que l'identité est une des verticales les plus intéressantes à explorer, en tout cas dans le Web3. Ouais. Ok, super. Alors, justement, dans tout ce qu'on vient de dire, toi et tes équipes, vous décidez de lancer Anima Protocol en avril 2022. Ouais. Hein, c'est ça. Alors, Anima, c'est quoi et à quoi ça sert? Et Anima, c'est du coup le protocole d'identité décentralisée qu'on a lancé. Donc tu as Synapse qui est le KYC provider, donc c'est vraiment la société qui vérifie les passeports, etc. Mais une fois que ce travail a été fait, en fait, Anima est le protocole qui vient orchestrer la gestion de l'identité pour les utilisateurs. Donc c'est l'étape d'après où l'utilisateur va pouvoir, une fois que sa data a été vérifiée, il va pouvoir venir la récupérer, la chiffrer avec son propre wallet, ce qui fait qu'il va être le seul à pouvoir y accéder par la suite. D'accord. Et comme c'est vraiment chiffré avec son wallet MetaMask, Ledger, etc., c'est-à-dire que nous, réellement, on n'y a pas accès. Donc tu pourrais venir me demander, ah oui, non, on n'y a vraiment pas accès. Et donc l'utilisateur, derrière, il a chiffré cette data et après, il va pouvoir la stocker sur un Decentralized Data Storage, un serveur décentralisé. Un serveur de stockage. Et donc ce qui fait que par la suite, il pourra simplement signer des messages avec son wallet pour pouvoir partager soit son identité au global, soit une sans partie. Avoir à chaque fois à la refaire finalement. Ouais, c'est ça. Ok, et alors, de manière très concrète, comment je fais, moi, là, demain, pour créer mon Anima? Soit tu attends de trouver un de nos clients qui le permet et tu pourras le faire directement chez notre client. Soit tu peux aller sur notre site Anima et ensuite tu pourras aller sur la DApp. Et donc là, sur notre application décentralisée où tu vas pouvoir passer un processus de KYC, décentraliser ton identité. Qui va me donner à la fin à terme accès à mon avatar, à mon Anima. Ouais, ce qui te permettra ensuite de la réutiliser chez tous nos clients. Ok, d'accord. Justement, quels sont vos clients aujourd'hui chez Anima? Qui est-ce qui a recours à vos services? Est-ce que tu pourrais nous présenter un use case type aujourd'hui d'un de tes clients? Ouais. Déjà, si on fait sur Synapse, on a travaillé avec un peu plus de 600 clients dans les cryptos. Donc, on a aidé à lever un peu plus de 5 milliards en private sale ou public sale. Énorme. Donc, on a des clients. On avait fait par exemple l'ICO de Polkadot à l'époque. Là, aujourd'hui, on travaille avec Polygon pour qu'on gère un peu leur écosystème. On vient de signer à Starknet, la fondation, Jump Trading, le market maker aux États-Unis, Signum, une banque suisse, qui est aussi crypto-friendly. Donc on a pas mal de projets comme ça qui viennent en fait de Synapse et derrière, une partie d'entre eux vont décider d'activer l'identité décentralisée. Donc là, sur les 600, on en a un peu plus de 140 qui ont décidé de l'activer. On a commencé de manière assez petite au début, juste pour s'assurer que le système fonctionne bien, etc. Donc on le faisait à une échelle de private sale. Donc la majorité des 140 projets ne sont pas accessibles pour la majorité des gens. Mais on a des gros projets, par exemple The Sandbox aujourd'hui. Donc si tu joues à The Sandbox et que tu veux obtenir les rewards du jeu, à la fin tu vas devoir vérifier ton identité pour éviter en fait des attaques. Parce que quand tu donnes de l'argent gratuitement aux gens, les gens comprennent assez rapidement que si je crée un deuxième compte, je pourrais toucher. Et puis c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination, donc de 2 comptes, on passe très vite à 1000, 10 000 comptes. On connaît les bots. Et donc notre objectif est de limiter ça. Et donc les utilisateurs, quand ils font le process, ont la possibilité de décentraliser leur identité. Et après, ils peuvent le réutiliser, sur Impossible Finance, qui est un launchpad sur Binance par exemple. Et puis pas mal d'autres projets. Ouais. Est-ce que justement, vous vous êtes heurté dans le cadre de la mise en place à la fois de Synapse et d'Anima, à des problématiques, à de réelles difficultés? Et si oui,
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu lesquels? Le timing. D'accord. On a lancé Synapse, on a vraiment commencé dans les cryptos, on a lancé un premier service qui s'appelait WeStart, on l'a lancé en mars 2018, donc juste après le bear market. Là, il y avait encore jusqu'à l'été 2018, il y avait encore pas mal d'investissements qui se faisaient, donc on a réussi à se développer, et puis après septembre 2018, plus du tout d'ICO, plus du tout de levée de fonds, vraiment le vrai bear market très dur. Donc T'es arrivé vraiment dans le dur ouais. Où c'était vraiment compliqué d'aller chercher, tu vois, d'aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Donc on a eu une période comme ça un peu compliquée. Puis du coup après on a travaillé, le bull market est parti, donc là on a pu bien se développer. Et ensuite on a lancé le protocole d'identité décentralisée en avril 2022. Tu regarderas les charts, c'était pas forcément une très très bonne période non plus. Ce qui fait que nous on avait anticipé un launch assez gros on travaillait avec une quinzaine de launchpads. Donc les launchpads c'est des plateformes pour pouvoir faire des levées de fonds avec ce qu'on appelle les ICO se sont rebrandés en IDO. Et donc on avait une quinzaine de launchpads et pour nous ça faisait il y avait énormément de sens à ce que tu fais ton KYC sur un launchpad et en fait tu accèdes à tous les autres launchpads de manière complètement frictionless par la suite. Donc on était assez confiants sur ce launch et puis le marché a fait que plus aucun launchpad ne lançait de projet. Et donc du coup ce launch avec les 15 launchpads c'est pas vraiment passé du coup. Et après donc on est reparti plus sur la partie private sale et ensuite The Sandbox, etc. Donc voilà, il y a toujours des bull market, des bear market, et après il y a le fait de travailler et de quand même arriver à trouver des gros clients qui peuvent remonter quand même, enfin, te permettre d'avoir de l'attraction, mais de manière plus petit mais régulier, tu vois. Aujourd'hui, on a un protocole qui, en termes de nombre d'utilisateurs, on grossit de 4% par semaine, quelque chose comme ça, donc de manière assez constante, donc c'est plutôt cool. Et vous en êtes où aujourd'hui justement sur la roadmap d'Anima? Est-ce que vous avez des nouveautés en cours là pour cette année 2023? Ouais, là on a lancé ce qu'on appelle le Proof of Personhood. Et en fait, ça vient repenser un peu la manière qu'on a d'appréhender le protocole. C'est vrai que nous on vient du KYC, donc on avait un peu ce biais réglementaire. Ouais, tout à fait. Mais si tu réfléchis à l'identité, hors le fait que personne n'est d'accord sur le fait de mettre une définition sur qu'est-ce que c'est qu'une identité. L'identité en ligne sur Internet, pour nous, il y a trois grands axes qui se sont dessinés. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à ces trois grands axes pour être un peu le one-stop shop, où en gros, toi, tu peux venir en tant qu'utilisateur. T'as pas à te soucier du standard que le projet en face de toi a envie d'utiliser, etc. Tu sais que pour nous, ça marche. Et en tant que client, pareil, tu es une plateforme, tu viens avec tes propres volontés d'intégrer d'une certaine manière des sujets d'identité. C'est pas à toi de changer ta vision, c'est à nous de nous adapter à toi et de pouvoir te fournir le service. Donc je vais donner les trois grands axes. Le premier du coup c'est ce Proof of Personhood qui vient répondre à un problème qu'on appelle les attaques civiles. Et en fait la problématique de ça c'est typiquement un bon exemple c'est Twitter où aujourd'hui tu peux créer autant de comptes que tu veux. Et donc il se dit qu'il y a des États qui créent plein de comptes pour essayer d'influencer un peu les politiques dans d'autres États. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit notamment avec les élections de Trump. Ouais. Et donc du coup garantir qu'un utilisateur est bien un utilisateur et qu'il est unique et qu'il n'est pas en train, t'es pas en train de parler à 50 personnes alors qu'en fait derrière c'est le même compte. C'est très très difficile à garantir. Et donc nous aujourd'hui on a créé ce Proof of Personhood qui vient permettre de garantir ça tout en conservant complètement la vie privée des utilisateurs. C'est-à-dire que nous on n'a absolument aucune data sur toi. Donc c'est vraiment l'outil le plus privacy, qui va le plus préserver ta vie privée puisqu'on n'a absolument rien. Mais on est quand même capable de savoir que tu es un utilisateur unique. À ça derrière on peut rajouter des claims supplémentaires. Donc ça va être le deuxième axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de partager que tu as plus de 18 ans, que tu n'es pas américain, que tu n'es pas nord-coréen, etc. Et le troisième cas où en fait, si une plateforme est régulée, elle va avoir besoin de détenir ton passeport.
Et donc là, nous, on va te permettre, grâce à Anima, de partager ton passeport de manière simplifiée. Donc tu as les deux premiers use cases qui sont vraiment le côté... on tire parti à 100% du Web3 pour offrir quelque chose qui va plus être en lien avec tes valeurs. Et la dernière partie qui est plus le côté user-friendly, où malgré tout tu vas quand même partager ton passeport. Donc on sort un petit peu de ce côté self-sovereign, etc. mais où tu vas pouvoir accéder à des plateformes beaucoup plus facilement. Super. On va arriver à la fin de cette interview. Florian, peut-être juste une dernière question. Donc on est en plein bear market actuellement. Est-ce que malgré tout, vous recrutez? Est-ce que vous recherchez à renforcer vos équipes? Ouais, là on est en train de chercher un commercial. Super. Alors, parce que c'est le bear market, on cherche un commercial pour s'étendre un peu plus dans les marchés traditionnels. Aujourd'hui, en fait, on a développé une expertise grâce à la crypto, qui a aussi énormément de sens dans les marchés tradis. Et donc, voilà, on essaye d'aller explorer aussi les marchés traditionnels pour monter en réputation. Parce que travailler avec des banques a l'air plus sérieux que travailler avec des exchanges dans la tête des gens, malgré tout. Et puis monter un peu le récurrent pour pouvoir vraiment faire face, donc nos revenus récurrents, pour pouvoir faire face un peu à ce bear market où on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il va s'arrêter et être complètement prêt pour le prochain bull market à pouvoir se développer. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Florian. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être où est-ce qu'on peut suivre un petit peu l'avancée d'Anima? Où est-ce qu'on peut suivre Synapse? Ouais, déjà vous pouvez tous aller sur notre site internet anima.io. À partir de là, il y a tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter. Avec Anima-protocole ou Discord, Telegram, etc. Super, merci beaucoup Florian et plein de bonnes choses pour la suite. Non, merci à toi.